Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Kemden. Je suis professeure à l'Université de Sherbrooke et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de téléréadaptation et d'accès aux services de réadaptation. Donc, tout d'abord, on va parler brièvement d'accès aux services et aussi de téléréadaptation pour aborder un peu la faisabilité et les évidences scientifiques. Mais le gros de la présentation va surtout être sur l'utilisation de la téléréadaptation comme stratégie potentielle pour améliorer l'accès aux services pour les enfants qui ont des retards de développement. Je vais vous présenter un exemple de programme de recherche qui aboutit à un projet en ce moment qu'on appelle Dessin, qui est un projet de téléréadaptation. Puis on va discuter de comment on pourrait avoir des modèles de services hybrides, donc combinant la téléréadaptation et les services présentiels pour améliorer l'accès de façon générale pour les enfants. Donc, pour commencer, l'accès, on sait qu'on a des enfants au Québec qui pourraient bénéficier de services de réadaptation qui n'ont pas accès aux services en ce moment. Donc, certains enfants, évidemment, ont accès. La plupart des services au Québec, encore aujourd'hui, sont surtout donnés en centre de réadaptation. Et il y a différentes raisons qui font que ce ne sont pas tous les enfants qui auraient besoin de soutien, pardon, pour favoriser leur développement qui vont avoir accès aux services de réadaptation. Il va y avoir différentes barrières, puis la première qui peut venir en tête peut-être, c'est les temps d'attente. Donc, on a beaucoup parlé dans les dernières années des listes d'attente, du temps que les enfants, les familles restent sur les listes d'attente. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Ça a un peu diminué, mais on est encore souvent à plusieurs mois d'attente. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent limiter l'accès, comme la distance, donc vraiment en termes de kilomètres, à quelle distance on est des services ou des points de service où les services de réadaptation sont donnés. Donc, on peut être éligible, mais quand même, notre accès, la fréquence des suivis qu'on pourrait avoir pourrait être limité par le fait qu'on reste plus ou moins près de points de service de réadaptation. Et il y a évidemment toute la question des critères d'admissibilité aussi. Donc, le fait que certains enfants ne soient pas admissibles dans le centre de réadaptation, c'est qu'on a des critères qui vont venir limiter l'accès ou baliser l'accès, mais du coup, donc, limiter l'accès aussi. Il peut y avoir plusieurs autres facteurs, comme l'horaire, par exemple, qui va faire que pour certaines familles, les services vont être plus ou moins accessibles, et plusieurs autres choses, la langue, etc. Évidemment, un des facteurs qui n'était pas sur notre radar, mais qui est apparu dans les derniers mois, c'est évidemment le coronavirus, qui est en lien avec la distance, mais dans une toute autre dimension, évidemment, plus dans une perspective de distanciation sociale, où c'est ce qui fait que ça a limité grandement dans les derniers mois l'accès aux services de réadaptation également. Et je vais évidemment revenir sur ce fameux coronavirus aussi. Mais pour l'instant, juste pour préciser, je vous parle de centre de réadaptation puis d'accès aux services parce que, encore une fois, c'est là où la majorité des services de réadaptation pour les enfants sont localisés. Et les centres de réadaptation font partie de nos lignes de service ou des trajectoires de service. Comme étant de la deuxième ligne, un peu plus donc des services plus spécialisés, mais il y a toutes sortes d'autres services qu'on pourrait mettre en place au Québec et qui se mettent en place dans la communauté, notamment beaucoup en ce moment via les services en lien avec Agirto, donc qui est une initiative du gouvernement pour favoriser le dépistage et l'intervention précoce. Donc, c'est un des volets sur lesquels on peut travailler. Il y a tous les services de soutien à l'école aussi, parce qu'évidemment, la majorité des enfants vont fréquenter ou garderie ou milieu de garde plus jeune, mais à partir de 4-5 ans, donc vont aller à l'école. Et là, il y a une opportunité de développer les services pour soutenir l'ensemble des enfants et donc augmenter l'accès aux services également. Et le dernier volet le dernier du moins sur lequel nous travaillons, c'est toute la question des services en ligne. Donc, c'est grosso modo, si je vais en profiter pour faire une pub pour notre laboratoire de recherche, c'est notre programmation de recherche pour augmenter l'accès aux services pour les enfants. On travaille sur ces trois volets-là, donc le communautaire, scolaire et en ligne, donc la téléréadaptation. Et c'est sur ce dernier qu'on va échanger un peu plus aujourd'hui. Donc, la téléréadaptation, si je vous présente le graphique suivant en vous disant que c'est ce qui s'est passé en termes de pourcentage rapporté d'utilisation de la téléréadaptation dans les milieux impliquant des physiothérapeutes en pédiatrie. Je vous le donne en mille. Si je vous demandais ce qui s'est passé, c'est évidemment l'arrivée du coronavirus. Donc, juste avant le début de la pandémie, on a fait un sondage au niveau international et il y avait seulement 4% des physiothérapeutes qui rapportaient que dans leur milieu, donc pas juste eux comme physiothérapeutes, mais l'ensemble de leurs collègues,
4% des milieux utilisaient de façon plus ou moins régulière la téléréadaptation. Et quand on l'a refaite auprès de le même groupe dans les derniers mois, on était rendu à 70%. Donc, clairement, un facteur de changement grandement efficace au coronavirus en termes de favoriser l'adoption de la téléréadaptation. Maintenant, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'on va redescendre à une diminution plus limitée de la téléréadaptation? Est-ce que ça va se maintenir? Et ça va être la conclusion, en fait, de ma discussion aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur vers où on pourrait aller en termes de modèle hybride. Mais clairement, en ce moment, la téléréadaptation a certainement le vent dans les voiles. C'est pas nouveau. Il y a eu un gros boom au niveau de l'utilisation, mais ça fait plusieurs années qu'on parle de téléréadaptation et ça a commencé pour augmenter l'accessibilité aux services, beaucoup dans une perspective plus géographique, donc de diminuer la distance, dans le fond, pour pouvoir accéder à des services. Puis aussi pour différentes autres barrières qu'on vient de discuter. Donc, on se disait que la téléréadaptation, en fait, ce qui était écrit dans les écrits, c'est justement que la téléréadaptation pouvait diminuer ces barrières-là et favoriser l'accès. Et donc, en pédiatrie, ça peut être une façon d'adresser les temps d'attente qui étaient décrits, comme quoi limitant l'accès aux services pour les enfants. Ça fait plusieurs fois que je nomme le terme téléréadaptation, mais peut-être juste pour vous préciser, souvent téléréadaptation, on va penser à c'est une vidéoconférence comme Zoom ou d'autres systèmes, dans le fond, où on est virtuel, mais en synchrone, ensemble, dans une session de téléréadaptation. Mais en fait, la définition de la téléréadaptation, c'est plus large que ça. C'est l'ensemble des technologies qu'on peut utiliser pour dispenser des services de réadaptation à distance. Dans le fond, c'est de la télésanté ou du télésoutien fait par des professionnels de la réadaptation. Et oui, ça peut être synchrone, comme un Zoom ou une vidéoconférence, mais ça peut aussi être asynchrone, comme un courriel, comme l'utilisation de modules d'information en ligne. Donc, ça inclut vraiment une panoplie de différentes stratégies pour donner des services de réadaptation à distance en temps réel ou de façon asynchrone. Et on pense beaucoup à l'Internet, mais il ne faut pas oublier le téléphone. Et le téléphone, c'est vraiment important parce que ça peut être une stratégie aussi pour rejoindre des familles ou des clients de façon plus générale qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont peut-être pas accès à Internet. Au niveau de la faisabilité et des évidences scientifiques, je vous avouerai que depuis le début de la pandémie, on a été appelé, mon équipe de recherche, à faire plusieurs présentations. Au tout début de la pandémie, beaucoup de questions sur la faisabilité. Je pense que maintenant, la plupart des professionnels en réadaptation et même des familles vont dire que c'est clairement faisable. Il y a des choses à améliorer, il y a des trucs pour améliorer l'efficacité, mais je pense qu'on a dépassé le stade de savoir est-ce que c'est faisable ou non. Est-ce que c'est efficace ou non? On a encore certains questionnements, mais si on regarde dans les écrits scientifiques, encore une fois, on a eu la chance de faire une recension des écrits juste avant la pandémie qui a été publiée, donc juste quelques mois avant. Où on a, dans le fond, regardé en pédiatrie ce qui se faisait et vraiment ce qui ressort, c'est que la question, c'est pas de savoir si la téléréadaptation fonctionne, mais il va vraiment falloir qu'on dépasse cette question-là pour mieux comprendre c'est dans quel contexte, c'est pour quel objectif, auprès de quelle population, puis utilisant quel type d'approche d'intervention la téléréadaptation est plus efficace. Fait que c'est vraiment ce qui nous reste à bien comprendre. Mais en termes de savoir est-ce que la téléréadaptation est faisable et est-ce que ça fonctionne, la réponse est clairement oui. Maintenant, c'est comme dire est-ce que l'ergothérapie ou l'orthophonie fonctionne, mais ça dépend toujours de ce qu'on fait. Mais c'est la même chose pour la réadaptation, ça dépend des approches d'intervention aussi qu'on va utiliser en téléréadaptation. C'est pas le but de ma présentation aujourd'hui de rentrer dans les aspects un peu plus cliniques. Par contre, on a déjà fait un enregistrement vidéo d'une conférence qui portait un petit peu plus au niveau clinique des évidences scientifiques et d'une réflexion clinique sur ce qui fonctionnait plus ou moins bien en téléréadaptation. Et je vous ai mis le lien au bas de la diapositive ici. Maintenant, donc, téléréadaptation et accès. Maintenant, si on regarde téléréadaptation, est-ce que ça pourrait favoriser l'accès aux services? Je vous dirais que ça fait environ 7-8 ans que mon équipe, on regarde vraiment spécifiquement comment est-ce qu'on peut utiliser la téléréadaptation pour augmenter l'accès spécifiquement pour les enfants qui, présentement au Québec, n'étaient pas desservis par les services publics. C'est parti sur des activités un petit peu plus de transfert des connaissances, je vous avouerai. C'est notre historique que vous avez à l'écran, où ce qu'on a voulu faire, c'est des modules d'information pour les enfants et les familles qui ont été décès.
donc un trouble développemental de la coordination, sont encore gratuitement en ligne français-anglais sur le site de Ken qui est des collaborateurs en recherche qui sont basés en Ontario. Et ces modules-là, on les a évalués. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans le fond, les familles appréciaient beaucoup d'avoir de l'information fiable, utile, crédible, à un endroit. Puis ça les aidait à gérer leur quotidien, ils comprenaient plein de choses, il y avait des trucs, ils appréciaient beaucoup, donc ça avait quand même un impact sur leur quotidien. Mais évidemment, il y avait des limites, puis il y avait des situations qu'il aurait aimé avoir des exemples qu'on n'avait pas. Il aurait aimé pouvoir poser des questions et avoir des réponses, que ce soit par courriel, en parlant à quelqu'un, en voyant quelqu'un. Et tout ça n'était pas à l'intérieur de nos modules, qui étaient vraiment de l'information statique. On a différents formats avec des PDF, des quiz, des vidéos, mais quand même où il n'y avait pas d'interaction, dans le fond, avec des professionnels. C'est là où on a commencé à réfléchir en regardant les résultats en se disant ah, mais c'est pas juste du transfert d'information, c'est de l'information, puis de l'information, ça fait partie, dans le fond, vraiment des services qu'on peut offrir. Et donc, dans une stratégie d'améliorer l'accès, c'était pour nous un début vraiment intéressant. Puis on s'est dit, ben, comment est-ce que ça pourrait faire partie de services qu'on voudrait développer pour augmenter l'accès aux enfants qui ont des difficultés motrices, mais qui n'ont présentement pas accès dans le système public. Et qu'on a travaillé un peu avec différentes stratégies, les communautés de pratique aussi, travailler avec des intervenants, mais plus spécifiquement pour les familles, on a un projet qui a été financé par le report pour vraiment tester une intervention. On aurait de l'information, comme dans nos premiers modules, mais on donnerait vraiment une intervention aux familles sur une plateforme web où en plus d'avoir donc cette information-là, ils pourraient échanger, poser des questions à des intervenants, mais aussi à d'autres familles, donc sur une plateforme sécurisée où on recréerait un peu la formule groupe qu'on peut faire en présentiel, mais de façon asynchrone. Et on avait ultimement la vidéoconférence aussi, mais qu'on limitait juste pour certaines familles selon les besoins qui étaient exprimés sur la plateforme et une décision, dans le fond, de la part de l'ergothérapeute qui monitorait ce forum-là. On a beaucoup appris, ça a plus ou moins fonctionné, on a eu certains succès, mais surtout beaucoup d'idées de la part des familles, comment rendre notre intervention plus efficace. Et je reviens dans une seconde. Donc, c'est suite à ça ce qui nous a amené à raffiner l'intervention, faire des nouveaux tests, faire des consultations et développer ce qu'on appelle en ce moment donc, notre programme de recherche, le projet de dessin, qui veut dire dépistage, évaluation des besoins et services de soutien via Internet. Et je vous en parle aussi dans une seconde. Donc, juste pour vous dire que nos premiers essais avec la plateforme, ce qu'on a appris, ce que les familles nous ont dit, c'est que c'était vraiment intéressant pour augmenter les connaissances. C'était vraiment intéressant pour être capable d'avoir du soutien dans la vie quotidienne, mais pour aller plus loin, pour que notre plateforme soit plus utile et plus utilisée et plus utile. Donc, c'était vraiment d'avoir des activités programmées. Au lieu d'avoir un endroit où les services étaient disponibles et les familles venaient lorsqu'elles avaient besoin, pour créer un certain momentum et que les familles sachent ce qu'on pouvait offrir, il fallait qu'il y ait des activités programmées à différents moments, donc vraiment des rendez-vous de cédulés. Il fallait aussi que ce soit disponible plus longtemps. Au départ, on l'offrait pour 3 mois et les familles nous ont souvent dit, ben, les enjeux quotidiens varient selon les saisons, ça dépend en fonction de l'année scolaire. Donc, il faut être capable de créer une relation dans le temps sur une plus grande période et d'être disponible à différents moments charnières pour les familles qui vont varier selon les familles. Puis maintenant, au niveau vraiment plus de la plateforme, on avait encore du travail à faire pour améliorer les fonctionnalités web pour que ce soit plus intuitif, plus clair, pour favoriser l'accès à même notre intervention, pas juste l'accès au service. Et finalement, pour qu'il y ait plus de participants, parce que je vous disais, on a des interventions qui sont un à un avec la famille puis un intervenant. Mais là, c'était vraiment de créer aussi un engouement pour que les familles entre elles sur notre forum puissent partager et échanger là, plus de trucs et d'informations. C'est tout ça ce qui nous a amené à développer donc le projet actuel ou l'intervention qu'on appelle dessin, qui s'adresse spécifiquement à des enfants de 3 à 8 ans qui ont des difficultés motrices. Peu importe qu'il y ait un diagnostic, qu'il n'y ait pas de diagnostic, on a un test de dépistage, dans le fond, en ligne, très, très large. Puis aussitôt qu'ils ont des difficultés de motricité, sont admissibles. Et le seul critère, c'est qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent des services publics au moment où ils sont inclus dans l'intervention dessin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait comme une intervention de première ligne ou au tout départ pour soutenir les parents au début de processus, dans le fond, qu'il y ait des questionnements au niveau du fonctionnement de l'enfant et avant qu'il y ait des services souvent un peu plus spécialisés dans le système de santé québécois actuel.
Au niveau recherche, une étude pragmatique randomisée, donc on a deux groupes. Notre groupe qui a l'intervention, qui est randomisé dans le groupe intervention au hasard, c'est eux qui, donc on a déterminé qu'il y aurait accès à la plateforme. Il va y avoir accès durant 12 mois et dans le fond, l'autre groupe va avoir accès 3 mois après le 12 mois dans le groupe contrôle. Et ils ont accès à quoi exactement? Mais c'est la plateforme qu'on appelle Dessin, qu'on a développée. En fait, je dis on a collaboré avec des ingénieurs qui ont développé la plateforme Dessin et c'est une plateforme, donc tout au même endroit, on a différentes modalités. Donc l'équivalent de Dessin en anglais, notre acronyme c'est WeCare, ou Web-Based Early Intervention Using Multimodal Rehabilitation for Children. Et le multimodal, dans le fond, réfère au fait qu'on a différentes modalités, donc nos bulles en orange, pour desservir les familles. Fait que tout est en ligne. Autant le dépistage est en ligne, notre première rencontre est en ligne, les évaluations sont en ligne, l'ensemble de l'intervention de dessin se passe en ligne, mais on a différentes modalités. Donc, la vidéoconférence, parce que les familles nous avaient dit dans nos pilotes qu'il faut des événements plus réguliers, pour les 3 premiers mois, on encourage nos thérapeutes, qui sont un physiothérapeute puis une ergothérapeute. Donc, on utilise une approche de coaching transdisciplinaire avec une approche de coaching flexible, c'est-à-dire allant de style un petit peu plus près des approches d'autonomisation centrées vraiment sur le développement des capacités de la famille pour résoudre leurs propres enjeux au quotidien avec l'enfant, à des approches aussi un petit peu plus directives pour donner de l'information, recommander des exercices. Donc, cette approche-là globale de coaching est utilisée durant des séances de vidéoconférence qui durent environ une trentaine de minutes et qui sont offertes aux 2 semaines pendant les 3 premiers mois, mais qui restent vraiment offertes selon les disponibilités et la flexibilité des familles. Fait qu'on a des familles que des fois, c'est pour 2 semaines, c'est un petit peu plus aux 3 semaines. Puis pourquoi pendant 3 mois, si notre intervention dure 1 an? C'est parce que pendant les 3 premiers mois, on voulait offrir une intervention un peu plus intensive, qui nous permet aussi de créer, bon, donc développer les capacités au niveau des familles, mais aussi de créer cette relation-là avec les familles pour les soutenir. Et après le 3 mois, c'est au besoin. Donc, certaines familles continuent à avoir des vidéoconférences ou des télésessions à toutes les 2 semaines. D'autres espacent un peu plus et d'autres arrêtent et au besoin, éventuellement, reviennent poser des questions aux intervenants aussi ou, entre-temps, utilisent, dans le fond, les autres modalités, dont le forum, où c'est pour l'ensemble des familles qui sont randomisées dans le groupe intervention. Et le forum est monitoré par notre ergothérapeute et notre physiothérapeute. On a aussi des patients partenaires qui vont échanger des trucs et de l'information. La messagerie privée, donc entre une famille et un intervenant pivot, chaque famille a juste un intervenant pivot, donc soit le physio, soit l'ergo, qui travaille vraiment dans des approches transdisciplinaires. Donc, on associe la famille avec soit le physio ou l'ergo selon les objectifs, mais aussi selon les disponibilités. Fait que vraiment, on a une approche, encore une fois, très transdisciplinaire, puis un travail d'équipe qui se fait entre la physio et l'ergo pour répondre à l'ensemble des besoins. Dans notre plan idéal, on avait aussi une équipe de consultants interdisciplinaires, mais faute de financement, et c'est pour les prochains projets, on aimerait avoir un soutien plus large, non pas seulement physio-ergo, mais pour l'instant, dessin, c'est physio-ergo. Et finalement, on a aussi des ressources, donc vraiment une section qui nos modules d'information, si vous vous rappelez au tout début de notre projet de recherche, on a encore ce volet-là qui est vraiment de l'information que les familles sont encouragées à utiliser, à partager. Et des fois, même, il y a des nouvelles ressources qui sont créées, partagées par des familles et qu'on met sur cette section-là du site pour vraiment favoriser l'échange d'informations crédibles. Les webinaires, on voulait donc encore une fois créer des événements pour avoir des moments où les familles pouvaient se rassembler à un temps plus synchrone et les effets écoutés en asynchrone. Je vous dirais que notre projet est en cours en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas été en mesure, faute de temps encore, de créer ces webinaires-là. On a surtout misé sur les ressources qui sont un petit peu plus, soit des vidéos qui sont faites, mais plus asynchrones, des sites web crédibles qui sont déjà développés, des PDF, des programmes d'exercice, etc., plus que des webinaires pour l'instant. Donc, ce qu'on vise à court terme pour les parents, développer les connaissances et compétences sur les difficultés motrices, mais aussi le sentiment d'autodétermination pour être vraiment capable d'assurer un plus grand bien-être, mais aussi prise en charge, dans le fond, par la famille des enfants qui ont des difficultés pour vraiment mieux soutenir leur fonctionnement au quotidien. Pour les enfants, donc, ce qu'on veut, c'est évidemment améliorer leur fonctionnement, particulièrement dans la sphère motrice, vu que c'est des enfants qui ont des difficultés motrices, puis donc favoriser leur participation, leur intégration dans les différents environnements.
À plus long terme, donc, l'environnement familial, la qualité de vie, donc pas juste pour l'enfant, l'ensemble de la famille. On pense que ce sera des retombées du projet dessin. Mais aussi, ce qui est peut-être particulièrement intéressant dans le cadre de cette conférence-ci, c'est vraiment cette idée d'améliorer l'accès aux services. On documente les coûts dans le cadre du projet de recherche. Et ce qu'on veut voir, c'est que même si c'est des services qu'on développerait pour une nouvelle clientèle, en éliminant certaines consultations médicales, peut-être parce que les familles souvent vont rechercher des évaluations, des consultations, mais maintenant en ayant une prise en charge en ligne par une équipe physio-ergo selon une approche transdisciplinaire, ce qu'on veut voir, c'est si on serait capable de développer une nouvelle intervention à faible coût qui serait très efficace dans le fond au niveau clinique. Donc, c'est vraiment la visée à plus long terme pour être capable, dans le fond, ensuite, évidemment, au niveau plus stratégique et politique, de pouvoir justifier de développer ce genre de nouveaux services en utilisant ce qui nous semble être peut-être l'approche la plus coût efficace à moyen terme. Maintenant, si on parle donc du moyen terme et à plus long terme, on est dans une situation où la téléréadaptation est beaucoup utilisée. À plus long terme, est-ce que ce serait possible d'aller vers des modèles de services hybrides? Donc, par hybride, on parle de téléréadaptation, évidemment, puis de services présentiels, mais aussi de toutes sortes d'autres modalités. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de est-ce que les groupes sont aussi bons que l'individuel, mais c'est un peu la même réflexion, c'est-à-dire que ça dépend pour qui, sur quel objectif, à quel moment, mais c'est cette idée-là d'utiliser différentes modalités, autant présentielles qu'en téléréadaptation, mais aussi différentes approches de coaching, différentes approches plus spécialisées, même avec peut-être nécessitant plus de mobilisation, d'équipement, de différentes stratégies plus ou moins spécialisées. Évidemment, certaines choses sont possibles uniquement en présentiel, d'autres soit en présentiel ou en téléadaptation, même d'autres peut-être seulement en téléadaptation. Mais c'est ça qu'on veut dire quand on parle de modèle de service hybride, c'est-à-dire où la téléréadaptation aurait une place dans ces services-là. Et on pense qu'un des avantages, c'est qu'il pourrait avoir une meilleure accessibilité. Je dis qu'il y a des choses qu'on peut faire juste par téléréadaptation en termes de nombre de personnes qu'on peut rejoindre avec certaines stratégies de diffusion d'informations. La téléréadaptation va être beaucoup plus grande. On pense juste aux médias sociaux, par exemple, pour partager de l'information. Parce que les parents peuvent le regarder. Dans le cas de la réadaptation pédiatrique, les parents ou les familles, ou même les gens, peuvent regarder, lire l'information au moment qui, eux, leur convient. Puis au niveau du système, c'est probablement aussi d'intégrer la téléréadaptation, une stratégie pour mieux utiliser les ressources. Puis là, la pyramide que je vous ai mis, l'information puis le soutien en bas, ça ne veut pas dire que c'est moins spécialisé ou moins important, mais c'est plus en termes de complexité, peut-être, ou de la spécialisation des services. Souvent, on va le voir comme étant la base. Et au fur et à mesure qu'on intensifie les services, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on diminue la disponibilité ou l'accessibilité des services. L'accessibilité d'utiliser la téléréadaptation, dans le fond, de façon stratégique à l'intérieur d'une planification, d'un continuum de services où on intensifie graduellement les services et où peut-être de plus en plus on va recourir à des services spécialisés, peut-être un peu plus présentiels, plus aux besoins et non pas de commencer d'emblée, par exemple, avec des services ultra spécialisés en un à un toujours. Fait que c'est vraiment de réfléchir à changer un peu nos modèles de services. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inclusion de ces modèles hybrides-là, la téléréadaptation, non seulement on pense que ça pourrait améliorer l'accessibilité, mais aussi d'être plus centré sur la famille. Ça fait déjà quelques années que Gillian King, qui est une collègue en Ontario, avait proposé, dans le fond, une réflexion, un modèle conceptuel. Puis je vais vous le partager parce que déjà, dans les approches centrées sur la famille, la question de partage d'informations, d'éducation, de développement de groupes de soutien, de services plus pour développer les capacités, c'est vraiment des éléments qui sont très, très présents. Et déjà, traditionnellement, on parlait beaucoup, par exemple, pour l'information, mais d'avoir un centre de ressources, de données différentes, des clients, etc. Mais déjà, l'idée d'utiliser plus des médias sociaux, des formats, dans le fond, qui vont être en ligne, même de faire des groupes de parents en ligne, c'était des choses qui étaient avancées il y a quelques années pour, dans le fond, vraiment même accommoder les préférences des familles et être capable, donc, d'avoir des services plus centrés sur la famille en augmentant l'accessibilité et la diversité des types de services qu'on a. Pour savoir est-ce qu'on offre des services de téléréadaptation ou autre chose, il y a un acronyme qu'on a développé avec le virtuel que j'aime bien partager, puis je trouve que c'est imagé.
tout ce qu'on fait via une relation, une conversation et via l'observation. Dans le fond, la téléadaptation s'y prête super bien et pourrait être utilisée à ce moment-là, donc pour offrir un modèle de service vraiment accessible. L'information aussi, donc on a vraiment beaucoup parlé. Pour moi, c'est vraiment un point vraiment important, puis un grand avantage de la téléadaptation. Donc, pas juste synchrone, mais vraiment asynchrone aussi. Le viewing est souvent associé un petit peu plus au synchrone, quoique des vidéos peuvent être partagées de façon asynchrone aussi. L'information de façon asynchrone et en permettant aux familles d'accéder aux ressources au moment qui leur convient est vraiment intéressant. La question des relations, du développement des relations entre les familles puis les intervenants est vraiment importante aussi, vu que le fait d'être en virtuel change en fond la façon qu'on interagit. Et ce qu'on a vu à l'intérieur de nos recherches, c'est vraiment l'importance donc de créer des moments de contact, mais aussi une relation et être capable de devenir un coach. C'est cette approche-là que je vous disais de coaching où on intègre à la fois des approches plus directives, mais aussi plus centrées sur l'autonomisation des familles pour créer cette relation-là, être capable de soutenir les familles dans le processus d'autonomisation. La question de développement des relations plus personnelles, il y a différentes stratégies, est vraiment importante en téléréadaptation. Parce qu'encore une fois, la technologie peut mettre certaines barrières au niveau des relations personnelles, dans le fond, qui se développent entre le thérapeute puis la famille. Mais donc, l'aisance technologique devient de plus en plus important. Et je rajouterais l'accès technologique aussi est important à considérer si on veut parler d'accès aux services et d'accès à la téléréadaptation. Il faut s'assurer qu'il y a un accès à la technologie également de part et d'autre au niveau des services et au niveau des familles qui reçoivent les services. Se rappeler que chaque famille est unique en termes de leurs besoins et de leur contexte, pas juste au niveau de leur aisance et des ressources technologiques, mais aussi en termes de besoins. Ce qui fait que pour certaines, ça va être une bonne stratégie d'utiliser la téléadaptation pour augmenter l'accès et pour d'autres, non. Puis pour l'accès, il y a quand même une préoccupation que la téléadaptation pourrait augmenter l'accessibilité de façon générale, mais créer certains essais pour compte, donc ceux qui n'ont pas d'ordinateur, mais des familles qui pourraient avoir un ordinateur, qui pourraient avoir Internet, mais qui pour toutes sortes de situations peuvent être un peu plus en situation de vulnérabilité et peut-être moins bien ou être moins intéressés tout simplement par le type de service qu'on peut offrir via la téléadaptation. Et là, pour augmenter donc encore une fois l'accès, mais aussi de rejoindre ces familles-là. Il y a toute une stratégie d'utilisation de la téléréadaptation, mais avec des partenaires communautaires ou d'autres collaborateurs. Donc, on tombe dans des modèles hybrides, mais pas juste présentiel et téléréadaptation, mais où on utilise la téléréadaptation avec des intermédiaires pour aussi rejoindre les familles. Fait que tout ça font partie des réflexions sur l'accès de la téléréadaptation pour que la téléréadaptation réellement là, aide à l'accès général au service. Puis évidemment, il y a toutes sortes de considérations légales qui viennent aussi avec l'utilisation de la téléréadaptation. Et je sais que mon temps file, donc je vous présente rapidement ces documents-ci qui sont extraits d'un article qu'on vient juste de publier avec une collègue en Nouvelle-Zélande, qui sont vraiment des points, dans le fond, des figures qui résument un peu les éléments qu'on vient de discuter, avec des éléments à considérer logistiques, centrés plus sur la famille ou les enfants, puis en termes de capacité des services, qui peuvent nous aider à dire, est-ce qu'on l'idéal, c'est un service de téléréadaptation ou plus présentiel? Et même chose pour le type de service. Plus on a besoin, évidemment, de manipulation, d'équipement, plus on risque d'être sur des services en personne, versus plus on est sur la participation, des rencontres, de l'observation, où on peut avoir un échange, plus la téléréadaptation peut peut-être être intéressante. Mais quand même, ça reste toujours à discuter avec les familles pour voir leurs préférences à elles. Et au niveau de vraiment favoriser l'intégration de la téléréadaptation, on sait qu'il y a différentes contraintes en termes de système. Il y en a plusieurs qui ont été levées temporairement, du moins, durant la crise de la COVID. Ce sera à voir comment ça va évoluer. Mais on a certainement un rôle, tous et chacun, les familles, les intervenants, les gestionnaires, les chercheurs, pour vraiment développer la téléréadaptation, faire savoir que c'est intéressant, que c'est une modalité qui peut permettre l'accès, mais qui peut être aussi très efficace, de s'assurer qu'on est équipé, qu'on a les ressources pour,
que les thérapeutes sont formés pour être capables de soutenir les familles et s'assurer que le système aussi, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des remboursements quand on sort à l'extérieur du système public aussi. Donc, vraiment de penser à l'ensemble de ces facteurs-là et évidemment aussi d'intégrer dans notre planification des services cette idée-là de modèle hybride. Donc maintenant, en conclusion, la téléadaptation, est-ce que ça peut améliorer l'accès aux services? J'espère que je vous ai convaincu que même si on n'a pas parlé directement de temps d'attente, si on est dans des stratégies qui sont plus coût-efficaces, plus efficientes, il y a probablement le moyen de penser à pouvoir développer des nouveaux services donc pour des enfants, diminuer les enjeux de distance, de kilomètres, mais aussi d'horaires pour les rendre plus accessibles. Et encore une fois, en réfléchissant sur comment on peut intégrer la téléadaptation, ça peut nous permettre aussi de développer des nouveaux services avec des nouveaux critères d'accessibilité ou pas du tout de critères d'accessibilité de par les avantages de la téléadaptation pour rejoindre via certaines modalités peut-être plus asynchrones, justement, un éventail beaucoup plus large de familles qui pourraient avoir besoin de consultations relativement simples, relativement court terme, pas une prise en charge à long terme, mais que l'interaction et le type d'information, de soutien qu'on est capable de faire via la téléadaptation peut avoir vraiment un impact significatif. Donc oui, je pense que la téléadaptation peut améliorer l'accès pour nos enfants au Québec. Et il y a 2 commentaires que je voulais vous partager des participants qui ont échangé avec nous au e-Health Summit qui a été fait pour les physio-ergo-orthophonistes de partout à travers le monde, qui travaillent avec les enfants au tout début de la pandémie. Il y en a une que j'aime particulièrement qui parle d'accessibilité en termes d'horaire. C'est-à-dire, quand je vous disais que le fait que ce soit asynchrone notamment, de partager certaines informations, vidéos, échanges, ben, pour la gestion de famille et travail pour les familles, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça leur donne la possibilité de visionner, d'utiliser l'information en temps qui leur convient. Mais même chose, en diminuant les déplacements aussi, même la vidéoconférence peut devenir plus facile. Et l'autre commentaire du côté des intervenants, donc, on n'a plus besoin de se déplacer pour voir à l'école, pour voir dans le milieu de la famille. On est capable de le faire avec la vidéoconférence aussi. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre temps d'écoute. Et pour certains, on aura la chance d'avoir une période de questions. Et sinon, je demeure toujours disponible à l'adresse courriel au bas de votre écran. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée.